commence. Bon. On y va, tout le monde. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième journée consacrée à notre workshop dédié à la durabilité dans les musées. Hier, il a été beaucoup question de changement de paradigme, de changement de modèle, de nouvelles transitions, d'évolution en cours. Nous allons aborder dans cette nouvelle journée et pour cette table ronde 5 des questions structurantes qui accompagnent toute transition d'un établissement. Nous allons parler de communication, de mécénat. Et pour cette occasion, je suis très heureuse d'accueillir autour de nous 5 invités de choix. Je commencerai par vous, Julien Patin, qui est délégué régional Hauts-de-France d'Engie. Engie, qui est un mécène engagé aux côtés du Palais des Beaux-Arts depuis un certain nombre d'années et qui est aussi une entreprise en prise directe avec les sujets développement durable qui nous animent au cours de ces 2 jours. Delphine Capdepuis, également secrétaire générale du Petit Palais. Le développement durable, je le sais, est au cœur de vos convictions et de vos considérations. Et elles étaient notamment particulièrement au cœur de vos missions quand vous étiez à l'Orangerie et au musée d'Orsay. À côté de vous, Alice Audouin, vous comptez parmi les pionnières en matière de développement durable et en matière de lien entre art et développement durable. Vous représentez aujourd'hui Art of Change 21 et Alice Audouin Consulting. À côté de vous, Laurence Péria, vous avez cofondé les Augures, un jeune collectif qui s'est donné pour mission d'accompagner les établissements culturels dans leur transition écologique. Et à côté de vous, Juliette Benoît, ma collègue, chère collègue, qui est chef de service programmation culturelle au Palais des Beaux-Arts et qui a particulièrement œuvré sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, comme je l'évoquais, transition en cours, des évolutions en cours vont forcément interroger la communication des musées, la manière dont ils vont se positionner vis-à-vis de leurs équipes, vis-à-vis de leurs partenaires extérieurs et notamment vis-à-vis de leurs mécènes. On abordera ces questions-là aujourd'hui à travers 3 prismes. Peut-être commencer par définir les contours d'une communication durable, se demander s'il faut d'abord communiquer vers l'interne ou vers l'externe, voir si une communication durable peut amener à une grammaire commune, une manière de communiquer ensemble. Je vais peut-être céder tout de suite la parole à vous, Alice, ou si... Oui, alors interne, externe. Quand on a préparé cette table ronde, c'est pour ça que je pensais que c'était Delphine qui allait répondre en premier. Ça peut être Delphine si... Mais parce qu'elle avait dit justement que la com interne était peut-être prioritaire dès lors que ce qu'elle pensait être une culture commune ne l'était pas toujours et que culturellement, l'idée même, par exemple, de regarder les collections avec un regard qui intégrerait des thématiques du développement durable n'était pas toujours partagée. Alors hier, on a vu que... alors nous, quand on parle de com, on peut être à 2 niveaux. On peut être avant les actions ou après les actions. Quand on fait de la com assez créative, on peut être un petit peu avant et justement aussi suggérer des choses. Et sinon, on va dépendre quand même des décisions et du type d'action en matière de développement durable du musée. Hier, on a vu qu'il y avait à peu près 4 tendances qui se dégageaient. Il y avait un rééquilibrage entre le temporaire et le permanent pour refaire vivre des collections permanentes. Donc là, la communication va peut-être être à la fois externe, mais va forcément mobiliser une nouvelle culture en interne, parce que si on veut présenter en effet ces collections au regard de ce qu'elles peuvent dire sur des enjeux sociaux, environnementaux ou de genre, etc., c'est important. Et pour moi, cette communication, elle est importante aussi dans la confiance, c'est-à-dire le regard même et la communication sur les collections et ce que ces collections disent du monde. Hier, la directrice de l'ICOM disait que le musée était un lieu de confiance incroyable, mais justement, moi je pense que c'est cette confiance qui est aujourd'hui un petit peu en question et sur quoi la communication doit fondamentalement aider, parce que si vous prenez des personnes qui ont un regard lié à la cause animale, l'écologie, le colonialisme,
l'égalité femmes-hommes, le pacifisme, etc., ou des regards politiques. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un questionnement et qu'il y a une déstabilisation de cette relation très descendante du musée en matière de garant de la connaissance. On sait que c'est parfois une lecture de l'histoire qui est aujourd'hui remise en question. Donc, je suis en train de m'égarer et digresser, mais en tout cas, premier point, je pense qu'à l'échelle et interne et externe, il y a l'idée de communiquer peut-être différemment déjà sur ces collections permanentes, parce qu'on a vu que le permanent était aussi une manière de faire du développement durable par rapport à un temporaire qui, lui, est toujours dans le court-termiste et peut-être ne correspond pas à la fonction initiale du musée. Et puis après, bien sûr, la communication. On a beaucoup parlé hier dans la table ronde de bilan carbone, d'éco-conception. Là, elle va jouer un rôle fondamental en interne et en externe. Et hier, il y avait un très bon exemple qui disait, tiens, on utilise des piscines justement pour essayer de représenter la quantité d'eau, etc. C'est comment on fait comprendre les résultats. Et dans la préparation, on avait parlé d'Olafur Eliasson, qui s'était retrouvé complètement agressé et par les écolos, par le milieu de l'art, quand il avait annoncé ses 40 tonnes pour son installation Icewatch, où tout le monde lui avait dit que c'était énorme. Voilà. Et moi, j'avais fait partie des premières personnes à trouver que c'était, la première communication sur un bilan carbone d'une installation et que c'était salutaire, et de regretter que ça avait été très mal accueilli. Cette communication avait été très mal accueillie parce qu'il n'y avait pas de culture carbone qui faisait qu'on se disait, finalement, c'est 40 tonnes. Qu'est-ce que ça signifie 40 tonnes? Rappelons que Total Energy, c'est 80 millions de tonnes par an. Donc voilà, bon, ça correspond à une classe qui va à Montréal, par exemple. Et surtout, il n'y avait pas eu de débat, et j'en viens au point principal, sur l'objectif de l'installation. Le fait que sur son compte Instagram, avec 500 000 followers, il avait mis toutes les données du GIEC, qui avait eu énormément de presse. Et donc, finalement, 40 tonnes, au regard de quoi? Est-ce que doit réussir la communication? Mais je sais qu'on va en reparler dans la table ronde. C'est finalement parler de la finalité des actions, de l'utilité des musées, parce que ce n'est que comme ça qu'une communication pourra aussi faire comprendre qu'en effet, quand on agit, on a un impact. Peut-être que Delphine, vous souhaitez réagir avec le prisme institution? Oui, alors il y a peut-être plusieurs choses, j'ai envie de rebondir, mais c'est vrai que quand on part du musée, de cette communauté de travail, si on regarde l'interne, et on peut faire un raccourci et se dire que finalement tout le monde va s'embarquer de manière assez simple. Et voilà. Et dès le départ, en fait, je pense qu'il faut faire la chasse aux fausses bonnes idées. On a eu, quand on a mis en place la transition écologique et solidaire pour le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie, des débats assez enflammés, on va dire, sur comment s'appuyer sur les œuvres, sur les collections, justement, pour tenir ce discours. Et finalement, ce qui, moi, me semblait voilà, presque de la recette très, très, très simple, de s'appuyer sur ces œuvres magnifiques qui faisaient l'éloge de la nature, etc. Et on me disait, mais attention, ces artistes-là étaient fascinés par l'industrialisation, ou quand on présentait un parcours sur les femmes, voilà, c'était du pain béni pour porter ces discours-là. Et finalement, c'est pas si simple. Il faut pas, on est là justement, quand on dit, hier il était question de ces musées crédibles, il faut faire attention parce qu'on est là avant tout pour être sérieux, pour porter un discours qui soit construit et pas tomber dans un anachronisme qui serait complètement contre-productif. Donc voilà, ça c'est, je crois, un premier point important. Et justement, je pense que c'est un des points clés, admettre le dialogue, le débat, y compris sur des points qui peuvent être un peu difficiles en interne. Ne pas mettre la poussière sous le tapis et les avoir, ces débats. Moi, j'ai un autre exemple très concret, mais vu des résistances complètement folles sur
les points d'apport volontaires, alors ceux qui sont dans le développement durable, ça va vous parler, il y a une question de poubelles centralisées, et je vois la résistance en fait des collègues qui ne veulent pas lâcher leur corbeille à papier. Et en fait, ça peut être l'origine d'un débat. Pourquoi résiste-t-il au changement ? Pourquoi est-ce que cette poubelle matérialise quelque chose ? Et en fait, elle matérialise le fait qu'on a l'impression que finalement on porte ce débat durable en essayant de cacher des économies, de leur prendre des moyens alors qu'ils se sentent déjà démunis, etc. Et je pense que ça, c'est un point important. Il faut ouvrir le débat, il ne faut pas en avoir peur. Et puis, c'est pour moi l'occasion, je pense, de mettre en avant justement toutes ces individualités, tout ce qu'ont pu faire les collègues, sans le dire, parce qu'en fait, on a des personnes qui sont, quel que soit leur service, leur niveau hiérarchique, etc., très investies et qui font des choses dans l'ombre sans le dire depuis des années. Donc voilà, quand il est question de s'emparer de ces sujets, je crois qu'il faut déjà dire tout ce qu'on fait de bien, le dire en interne, l'affirmer, et puis peut-être faire un petit pas de côté quand on s'est un peu trompé, ou développer ces bonnes pratiques. Il en était question hier, c'est échanger, partager, entre institutions aussi, entre services. Nous, on a la chance au Petit Palais d'être dans un réseau de 14 sites, donc on peut partager, on peut porter toute cette démarche-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait à Orsay à l'Orangerie, et ce que je fais aussi au Petit Palais pour justement identifier toutes ces belles pratiques. Après, ce qui est important aussi, c'est d'embarquer tout le monde, justement, avec des connaissances différentes. Et ce qui est, je trouve, assez beau dans l'histoire, c'est que bien souvent, on a des gens qui alors sont experts. Donc il faut se méfier aussi, parce qu'il faut être bon quand on répond. Et puis il y a des personnes qui ont envie, mais qui ne connaissent pas grand-chose. Donc il faut aussi adapter, c'est ce que tu disais Alice, il faut adapter son discours pour être compris de tous. Et la chance qu'on a, c'est que c'est quand même notre métier, c'est l'ADN des musées, c'est la transmission. Donc on est quand même assez outillés pour parler à tout le monde. Et justement mettre en place des outils, développer, alors que ce soit en interne ou avec nos partenaires. Donc, par exemple, au Petit Palais, on a mis en place une charte éco-responsable pour nos locations privées. Et avec, c'est un tableau, 2 pages. Voilà, si je fais un événement avec une réception, qu'est-ce que je peux faire sur l'alimentaire, qu'est-ce que je peux faire sur la mobilité, sur la communication, les goodies, etc. Donc voilà, cet outil, il est issu d'échanges qu'ont eu l'équipe avec aussi les prestataires sur ce qu'ils ont pu faire ailleurs, ce qu'ils ont envie de mener. Et en fait, on voit bien que sur ces sujets, c'est une communauté très riche. Et puis, je vois que mon collègue vient d'Engie, peut-être pour donner un autre exemple très, très pragmatique, mais au Petit Palais, on a signé un contrat de performance énergétique avec Engie, qui est notre mainteneur. Et ben ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est l'expertise d'une société qui nous permet justement, alors qu'est-ce que c'est ? Pardon, je suis jargonneuse, mais c'est essayer de faire en sorte de réduire notre consommation d'énergie et d'avoir des objectifs chiffrés et d'en partager les bénéfices. Alors évidemment, les bénéfices, c'est pour la planète, mais c'est aussi le portefeuille. Donc ça permet de motiver tout le monde, de mettre des spécialistes sur ce genre de choses. Et puis, pour finir, sur cette question de l'association de l'interne, il en a été beaucoup question hier, mais ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est la question de la sensibilisation et de la formation. C'est vraiment un sujet essentiel, que ce soit en interne ou en externe. Hein, de toute façon, on est dans notre rôle. Marteler des discours, des choses toutes simples, mais pouvoir dire qu'on peut venir au musée à vélo, et qu'il y a une station juste à côté, etc. C'est des petits gestes, mais qui font que en fait, ça devient un réflexe. Donc ça, c'est notre démarche. Et on fait pareil, par exemple, au Petit Palais, on a une newsletter interne
systématiquement, il y a un sujet développement durable. Alors, on ne réinvente pas les choses, hein. On se sert des chiffres de l'ADEME, par exemple, et on indique, et on s'appuie sur une journée internationale, etc. Vous pouvez faire ceci, cela, éteindre votre ordinateur dès que vous sortez du bureau, etc. Et toutes les répercussions. Et voilà, ça me fait penser à ce jalon de piscine, mais on a besoin d'être concret et de parler à chacun. Laurent, j'ai envie de vous passer la parole. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, vous, dans les missions d'accompagnement qui sont les vôtres au quotidien, aux côtés d'établissements culturels, ces enjeux de communication interne-externe et cette tension éventuelle ? Oui, alors nous, on arrive avec un regard extérieur sur les institutions, puisqu'on vient les accompagner dans des démarches de transition et de changement. Pour autant, on connaît bien les institutions. Enfin, moi, j'ai passé 15 ans dans des institutions d'art contemporain avant de passer, on va dire, de l'autre côté. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est... je ne suis pas du tout une spécialiste de la communication. Hein, je suis très heureuse de témoigner sur cette table-là, mais j'en connais assez mal les mécaniques. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réalisé très tôt dans les accompagnements en transition écologique ou en accompagnement des démarches RSE qu'on peut faire pour des institutions, musées, centres d'art, mais dans bien d'autres secteurs aussi des arts vivants, etc., que la communication, c'est vraiment un levier central d'une démarche de changement, d'une démarche de transformation, et qu'en fait, on met des fois un peu en dernière roue ou dernier chaînon de la démarche, là où en fait, ça pourrait être vraiment un outil de démarrage. Et je trouve que c'est celui qui fait le lien entre l'ensemble des régimes. Il y a plusieurs régimes d'action quand on mène une démarche de transition. Il y a un régime qui est celui de la gouvernance, comment est-ce qu'on pilote une transition, comment cette gouvernance est partagée, comment elle va donner en fait le moteur à la démarche. Dans toute démarche de transition, il y a de la mesure, il y a de l'évaluation, savoir où on va pour savoir où aller. Dans toute démarche de transition, il y a des outils, il y a des méthodologies, il y a on va dire un peu de technicité sur lesquelles s'appuyer, qui viennent apporter des solutions. Et puis, finalement, il y a un quatrième rouage qui est celui de l'information. Et ce n'est pas n'importe quelle information, on va plutôt parler de communication pour sensibiliser ou de communication pour former. Et en fait, la communication, c'est elle qui va permettre d'une certaine manière de faire le lien entre ces différents régimes d'action. Elle joue vraiment un rôle central. Moi, je parle plus de la dimension interne de la communication, parce que c'est comme ça qu'on travaille. On arrive dans des équipes. Les volontés viennent des fois d'en haut, des fois elles viennent d'en bas, des fois un peu des deux. Une fois qu'on commence, en fait, des fois les volontés disparaissent ou au contraire s'épaississent. Et en fait, l'enjeu d'une démarche de transition, c'est de créer une vision commune. Alors, le mot vision, il fait un tout petit peu peur des fois dans le monde de l'art, parce qu'il y a une dimension un peu peut-être religieuse, mais malgré tout, il faut quand même qu'on arrive à regarder tous dans la même direction. Et cette vision commune elle doit être claire, elle doit être précise, elle doit être partagée. Et en fait, c'est pas si facile de la construire, c'est un travail commun. Et c'est là qu'en fait, les équipes de communication sont vraiment importantes au sein d'une institution. Nous, souvent, on travaille beaucoup avec la direction, avec les administrations, avec les équipes de production, avec les équipes du bâtiment, etc. Et en fait, il y a toujours la personne à la com qui dit mais en fait on va se parler bientôt parce qu'en fait c'est et en fait au début on oubliait un tout petit peu ces métiers-là, alors qu'en fait c'est par ça qu'il fallait commencer pour justement commencer à construire un discours, même si on ne sait pas encore où on va aller, expliquer ce qu'on va faire. Une démarche, ça peut être long. Quand on arrive dans une organisation, les personnes sont hyper impatientes, elles veulent tout de suite savoir ce qu'il faut faire, alors qu'on n'a pas encore commencé à regarder en fait l'activité. Et du coup, faut temporiser, mais il faut commencer à donner des choses, il faut donner des pistes de réflexion, etc. Et puis, pour revenir sur ce que disaient Alice et Delphine, en fait, il y a un enjeu vraiment qui est assez, qui est complexe dans la transition, c'est qu'en fait, quand on parle de crise environnementale, quand on parle de pratiques dans les musées, de structures, en fait, c'est des chiffres, c'est des données complexes. C'est de la science. Et en fait, ça ne fait pas très envie. C'est assez rebutant. Il faut quand même réussir à créer un peu d'émotion dans tout ça. Enfin, ça parle à une partie du cerveau qui n'est pas très active, on va dire, tous ces chiffres. Il faut réussir à parler aux parties du cerveau qui sont les plus
influentes sur nos comportements. Et en fait, pouvoir créer de l'émotion, du sensible. Quand on dit sensibiliser, c'est créer aussi du sensible, c'est créer la possibilité de faire bouger les gens. Quand on dit mobiliser, c'est faire bouger aussi. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est créer de l'envie de s'y mettre. Parce qu'en fait, souvent, elle y est, mais c'est très facile de se décourager. Et en fait, on ne contraint pas le changement, on ne force pas les gens à changer. Et on accompagne en fait la volonté, l'envie, les capacités de bouger des personnes. Et en fait, souvent on parle de la transition d'une organisation, mais en fait c'est la transition d'une équipe et de chacune des personnes au sein d'une organisation. Et ça passe par effectivement cette vision commune et cette possibilité de créer de l'émotion. Et pour terminer, ce que je trouve très intéressant sur la question des musées ou des lieux d'art, moi j'ai été sidérée toutes ces dernières années dans le milieu de l'art contemporain, qui est un lieu d'une immense créativité, et le milieu des musées aussi. Et pour autant qu'il y avait beaucoup de mal à penser d'autres manières de faire. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, et c'est un levier, je pense aussi, sur lequel travailler, où on est dans des lieux qui ont une immense capacité à préserver, et qui savent préserver, qui ont une immense aussi capacité de créativité. Et c'est exactement ce dont on a besoin, on va dire, en termes de régime de pensée, quand on est dans une démarche de transition, créatif, préservé, etc. Et pour autant, c'est pas si facile d'activer ces leviers dans les musées. Et je trouve que ce serait intéressant qu'on arrive à identifier des manières d'activer ces aspects-là. Julien, est-ce que vous souhaitez rebondir? J'imagine que dans votre parcours professionnel ou dans vos missions, dans vos responsabilités, tout ce qui vient d'être dit résonne avec votre quotidien aussi. Et comment est-ce que, en tant que mécène, entreprise privée, vous regardez, vous recevez ce message, cette communication durable qui est en construction, qui est en devenir au sein du monde des musées? Je souscris assez à ce que vous disiez en matière de transparence. Finalement, une démarche de communication sur un objet comme un musée ou comme une entreprise, ça sous-tend tout d'abord une démarche de transparence. Et c'est la première étape, finalement, d'une prise de conscience, d'une mobilisation, qu'elle soit interne, externe. Lorsque vous êtes au Palais des Beaux-Arts et que vous décidez de communiquer sur votre bilan carbone, sur les premiers efforts que vous faites en matière d'émissions de CO2, que ce soit sur votre fonctionnement ou sur les expositions temporaires, c'est déjà audacieux. Il faut accepter de ne pas être parfait, de lutter contre les absolutismes qui voudraient que tout soit déjà fait, merveilleux, etc. Et donc la logique que vous défendiez en disant mais quelqu'un qui communique, qui fait preuve de transparence sur le bilan carbone de son exposition, c'est déjà une première étape d'un effort de communication et de sensibilisation. Cette étape de transparence, elle est intéressante aussi parce que ce soit en interne ou en externe, elle pose un dialogue. Alors, il faut accepter dans le dialogue la contradiction. Nous, on peut avoir des éléments de communication qui vont être challengés, contestés par des parties prenantes externes, mais aussi internes. Et je trouve que ça a le mérite, en premier lieu, de poser le sujet, de créer peut-être un électrochoc, de poser le débat. Et c'est en ça où, finalement, c'est assez courageux de communiquer sur le développement durable en tant que tel. En tant que mécène, maintenant, sur une institution comme le Palais des Beaux-Arts qu'on soutient depuis pas mal d'années maintenant, finalement, un mécène doit être cohérent dans son engagement. Le mécénat, c'est une prolongation de la stratégie d'entreprise, de ce qui est mis en place. Nous, chez Engie, on fait plein de choses, des choses qui sont bien faites, des choses qui sont perfectibles. Par contre, sur le mécénat d'entreprise, une décision a été prise de soutenir des structures, de soutenir des actions qui étaient assez cohérentes avec nos engagements stratégiques. On a fait l'impasse sur un tas de disciplines sportives, sur un tas d'opérations, parce qu'elles n'étaient pas cohérentes avec notre engagement de bilan carbone, notre nouveau positionnement No Energy to Waste. Et ça, c'est important. C'est important d'être aligné, finalement. Le mécénat, c'est une brique supplémentaire de la stratégie de l'entreprise. Il faut la considérer comme telle. Pendant longtemps, on a dit, bon,
on va aller faire plaisir à l'extérieur, on va donner une bonne image de l'entreprise. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est, je le redis, je le martèle, c'est vraiment une brique supplémentaire de la stratégie de l'entreprise. Et c'est une brique supplémentaire pour expliquer le sens qu'on veut donner à notre activité, y compris à l'interne. La mobilisation, elle passe aussi par le développement d'actions de soutien culturel, de soutien à des actions sportives par ailleurs, pour expliquer à nos salariés que finalement on est une entreprise, certes un grand groupe, mais on est une entreprise ancrée localement. Nous, dans les Hauts-de-France, on a 6 000 salariés. Les 6 000 salariés sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et ce sont des gens qui vivent la ville et qui connaissent encore mieux la ville que la plupart des cadres de notre entreprise. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir maintenir cette cohérence, cette transparence et cet alignement dans nos engagements. C'est vrai que le mot transparence a beaucoup été prononcé quand on a préparé cette table ronde ensemble. On avait évoqué la question de transparence et avant qu'on arrive à ce sujet-là, on se disait est-ce que communiquer ce n'est pas s'exposer, est-ce que ce n'est pas prendre un risque? C'est des questions que le Palais des Beaux-Arts s'est posé effectivement au moment où on s'est engagé dans l'aventure Goya. Oui, c'est vrai que j'allais rebondir sur cette question de transparence parce qu'en effet, le cas pratique expérience Goya, c'est une question qui était centrale sur la communication. Quand on a entamé la démarche, comme tout le monde, je pense, on s'est posé cette question. Est-ce que concrètement, on a suffisamment de résultats ou de données, parce que c'est vrai que c'est un monde de données aussi, pour communiquer sur cette démarche. Finalement, le choix a été fait d'assumer le questionnement, puisque ça a aussi une valeur, même si, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément facile à assumer, surtout dans un milieu de sachant, de savoir, d'être sur un questionnement avec une réponse potentiellement partielle, imparfaite, absente. Mais voilà, finalement, c'est des questions en effet complexes et qui du coup valent la peine de prendre le temps de se questionner. Et ensuite, pour revenir sur la question de l'interne et de l'externe, et toujours sur le cas pratique Goya, je pense que il y a aussi la question de la priorité. Par qui on commence en fait? Alors il y a la démarche commune, la culture commune dont on parle. Où est-ce qu'on va chercher les parfois experts, les personnes sensibles, etc. Comment on valorise aussi ce qui est, parce que ça fait aussi partie de la méthodologie, comment on valorise ce qui est de toute façon fait dans l'équipe. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a été le témoin aussi dans cette démarche. C'est-à-dire que dans l'équipe, on va avoir des niveaux d'engagement et de connaissances potentiellement hétérogènes, mais potentiellement aussi très utiles à l'ensemble de la démarche. Donc c'est effectivement, la communication interne, ça permet aussi de repérer ces ressources, en fait. Et sur l'externe, c'est aussi un moteur. En effet, puisque Julien est là, il y a aussi un sujet d'échange de pratiques et puis d'expertise, parfois, puisqu'on est dans le même cas que le Petit Palais avec Engie, et une question de faire ensemble, puisque ça fait aussi partie des méthodes, comment on échange sur nos questionnements, nos problématiques, nos errances éventuellement, et comment on construit ensemble, peut-être en s'inspirant aussi de ce que font nos partenaires. Et puis, mais je pense qu'on y reviendra par la suite. Après, il y a la question en effet, qu'est-ce qu'on porte auprès de nos publics, de toutes ces personnes qu'on accueille tous les jours, le fait qu'on se questionne, mais aussi le fait que peut-être il y a des éco-gestes qui peuvent être menés dans la visite du musée, et comment on les favorise. Je rebondis sur ce que vous dites. Ne pas communiquer, c'est un risque. C'est un risque parce que communiquer, c'est partager. C'est partager ses interrogations, c'est partager ce qu'on fait, c'est partager ce qu'on ne fait pas. Et donc, ne serait-ce que vis-à-vis de l'externe, ne pas communiquer
ça peut créer aussi un sentiment de suspicion, d'interrogation. Ça peut aussi, sur des grandes institutions culturelles, mais c'est valable aussi sur des grandes entreprises, ne pas communiquer. C'est aussi toujours dans cette logique de... ils sont déconnectés. Quand on regarde la population, on regarde nos salariés, ne pas communiquer sur des enjeux de développement durable, sur des enjeux de relations humaines ou sociales, ce serait aussi de montrer que finalement on ne participe pas à la vie de la cité, on ne participe pas aux préoccupations des citoyens qui sont vos salariés, qui sont vos visiteurs, qui sont nos salariés. Et donc pour moi, le plus grand danger pour quelle que soit l'institution, c'est de ne pas communiquer. Moi, je voulais louer en fait le titre choisi Expérience Goya, parce que je trouve que c'est justement oser, mais en même temps dire voilà, c'est une expérience, on ne sait pas si on fera tout bien, et sûrement que non, mais en même temps, on l'affiche comme tel. Donc bravo, parce que c'est un très beau titre, je trouve. Il dit beaucoup de choses, et en fait, c'est, je pense, un exemple pour l'ensemble des musées, ce que vous avez fait, puisque c'est une question un peu perpétuelle. Et c'est quand est-ce qu'on doit communiquer? Est-ce qu'on ne va pas communiquer trop tard, trop tôt? Et on en parlait justement lors de la préparation, mais moi j'appelle ça l'effet boomerang, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que communiquer trop tôt et de manière peut-être trop affirmative, c'est prendre le risque justement d'avoir la communauté interne, externe, qui va justement dire bah oui, c'est très bien ce que vous faites, mais vous avez vu tout ce que vous ne faites pas, parce que évidemment le chemin est encore long. Et ça, voilà, vous avez affiché sans être affirmatif, et puis vous êtes dans la droite ligne. Alors j'adore l'ADEME. Ils ont sorti un guide qui s'appelle La communication responsable, et ils disent qu'il faut éviter les imprécisions et l'absence de preuves. Voilà, c'est un prérequis, mais qui est important. Et là, vous avez fait une expérience et vous l'avez affiché comme telle. Donc je pense que c'était le bon chemin à mon sens. Oui, et puis expérience, je trouve que ça dessine ce qui pourrait être une communication institutionnelle novatrice. Pourquoi? Parce que l'expérience s'est fondée sur le visiteur. Alors après, dans un monde idéal, ce qui aurait été génial, c'est peut-être de recueillir justement ces expériences pour réussir à les qualifier. Et comme on propose une expérience, justement peut-être de faire vivre en communication le récit de l'expérience. Mais hier, il y a eu cette table ronde inaugurale qui a marqué aussi une forme d'évolution dans les discours sur le sujet. Tout le monde l'attestait. Et ce mot utilité qui revenait, et en fait, ce qu'on comprenait, c'est que voilà, dans les différents étages, on a certes un plan de transformation lié à des indicateurs, lié à des outils comme le bilan carbone ou l'analyse de cycle de vie, ou voilà, des processus qui se mettent en place. On voit qu'il y a une réflexion à l'échelle des contenus, voilà, de se dire finalement, que disent mes collections du passé, mais dans un regard où les dimensions sociales et environnementales du passé peuvent peut-être aussi être riches d'enseignements, et en tout cas de contextualisation aussi pour être comprises aujourd'hui et permettre un enseignement. Et puis, on a parlé de l'utilité. C'est-à-dire que ce qui était vraiment bien hier, c'est qu'on est remonté à un niveau, et c'était assez fort quand Bruno Girvaud a dit finalement, est-ce qu'il faut changer la mission du musée? Il a dit pas forcément, si on revenait à une mission qui est liée à une utilité sociale. Et je trouve que le mot expérience peut être un début de réponse à ce niveau-là, en disant, en remettant du côté des visiteurs, tout en pouvant résoudre le problème quantitatif aussi, qui est justement la réduction de la taille du nombre d'œuvres. On quitte le quantitatif pour le qualitatif. On ne dit pas vous aurez 600 tableaux, voilà, mais on ne dit pas non plus vous n'en aurez que tant. Et donc, on passe dans une autre dimension. Et pour moi, c'est aussi un très bon exemple de ce point de vue-là.
si je reprends l'éco-conception, et pour moi, ça serait un peu l'étape d'après qu'il faudrait développer en matière de communication, dans l'éco-conception, et je trouve que c'est un très beau cadeau qui est fait au secteur de la culture, pour évaluer des résultats, on raisonne toujours à partir de ce qu'on appelle un service rendu. Bon, unité fonctionnelle, etc., mais enfin, on peut le résumer au service rendu. Dans le milieu de la culture, ce mot est totalement tabou parce que service rendu, utilité, fonction. Donc là, parfois, il y a des vieilles croyances, des vieilles peurs qui peuvent se réactiver, qui est, mais si vous voulez diriger le visiteur, si vous avez, vous pouvez peut-être l'instrumentaliser. Parfois, cette idée d'utilité, c'est-à-dire d'un objectif affiché, est mal vue aussi dans le secteur culturel. En tout cas, dès qu'on parle développement durable, il y a souvent des réactions comme ça où on dit « Ouh là là, voilà, ben, donc c'est le retour au totalitarisme où vous voulez créer un monde où tout le monde devienne vert ». Donc, c'est un tout petit peu compliqué, mais toujours, cela étant dit, ce service rendu, si on veut défendre, justifier justement les impacts environnementaux et aider à les faire comprendre, voilà, les tonnes utilisées, pourquoi il y a eu justement le choix de ce tableau, pourquoi on a fait ces dépenses énergétiques, eh ben, il va falloir démarrer, et ça concerne la communication, cet univers du service rendu, c'est-à-dire la mission, la finalité. Et là, ce qui était vraiment, voilà, je trouve stimulant hier dans les débats, c'est qu'il n'y avait pas cette peur de reprendre ce niveau-là. Et aujourd'hui, pour moi, l'opportunité de communication des musées, c'est de se positionner à ce niveau-là. C'est-à-dire se dire finalement par rapport à énormément d'enjeux sociétaux liés à la vie démocratique, liés aussi à l'isolement, à ce qu'a pu provoquer la pandémie, les addictions, énormément de critères sociétaux, en quoi le musée apporte des réponses, en quoi dans une vision tolérante du monde, en quoi la culture, la connaissance constitue un citoyen, des choses, des débats qui nous paraissent revenir à des temps un peu anciens, au moment peut-être de la création de ces musées. Mais je pense que c'est toute cette réactivation-là. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail collectivement, à l'échelle des musées, pour moi, on va avoir du mal à justement bien expliquer et bien communiquer sur les moyens. Et pour revenir à mon cas d'Olafur Eliasson, qui est anecdotique, et là, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, parce que je pense qu'au contraire, dans l'art, ça a été un mauvais signal. Quand on a vu que, ben, voilà, tout le monde est obèse, le premier qui monte sur la balance dit « je fais 130 kilos » et tout le monde dit « ah, t'es gros », voilà, et ben, les autres, vous voyez, enfin, au contraire, je trouve que ça n'a pas vraiment aidé à ce qu'on se dise « ah bah oui, communiquer, la transparence, c'est bien ». Voilà, tout le monde a eu l'impression qu'il affichait un chiffre important, alors que ce chiffre était incompris. Et finalement, on en est resté à un niveau zéro et stéréotypé et à une mauvaise compréhension de l'information, qui était « ah ouais, ben, c'est pas du tout écolo, son truc ». Voilà. Donc ça, je trouve que c'est compliqué, parce que justement, la transparence, sans la pédagogie, sans un certain nombre, et justement s'il était rentré dans la finalité avec un dispositif qui est de faire comprendre le réchauffement climatique, il aurait pu dire, ben voilà, j'ai mes blocs de glace, mais j'ai mes diffusions, j'ai telle audience, j'ai activé tout un autre mécanique, et c'est ce qui est intéressant autour du terme expérience, c'est qu'on va imaginer aussi un dispositif beaucoup plus large. Et ben là, en effet, on aurait pu comprendre que c'était pas qu'une œuvre, que c'était tout un dispositif qui était mis en place au moment de la sortie du rapport du GIEC, puis des 2 COP où il a fait ses actions. Et donc, voilà, ça me paraît... Et c'est vraiment ce que j'attends, c'est finalement ce niveau de débat
où on se dit l'éco-conception, bon ok, ça nous tombe dessus, ça sert à faire des analyses de cycle de vie, mais profitons-en aussi pour se poser la question justement de notre finalité, parce que ça va être le seul moyen dans notre communication justement. Au moment, la faiblesse qu'on va afficher en montrant, bah oui, qu'on a émis tant de tonnes, on ne pourra la justifier qu'avec un discours qui remonte au niveau de la vision et de la mission. Et ce que je trouve dommage dans les musées, c'est que très souvent, on démarre un peu en aval, un peu par la question, par exemple, alors les déchets, l'énergie, etc. Alors qu'en fait, il faut vraiment que les deux soient actionnés. Et je termine juste par une anecdote en communication. J'étais avec Guillaume Piens, le directeur d'Art Paris. Je vois Fanny Legros dans la salle qui, chez Carbone 4, donc, fait, et je participe à ce projet, l'analyse du cycle de vie donc, de la foire d'Art Paris, et qui nous a fait son truc d'ACV, là, le schéma, voilà, avec tout très, très, très technique. Et puis je dis à Guillaume, ben non, mais on ne va pas montrer ça. Et Guillaume me dit, tu rigoles ? Ils vont voir que ça envoie du bois, c'est sérieux et tout. Je lui dis, bon, on ne va pas montrer ça, ça va. Ils vont se dire que c'est imbitable, que c'est rebutant. Non, 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 on le met. Et donc, c'était au Art Market Day. On met la slide donc, d'Arbo, assez incompréhensible, très technique. Et là, on voit tout le monde prendre des photos. Et donc, c'est amusant parce qu'on se rend compte que on attend aussi, en matière de communication, de cette aventure, une aventure. Et il y a un storytelling, justement, qui peut être intéressant. Et on le voit bien avec Art Paris. Voilà, le choix d'un outil qui a la grosse machine, plein d'indicateurs, etc. Et ce qu'on en retire, en quoi ça va changer, les défis. Et on s'aperçoit que l'expérience de ça, quand elle est bien retransmise, stimule et donc ça, c'est très important aussi de vivre toutes ces étapes. Peut-être qu'un jour, Fanny racontera le livre de tous ces échanges avec Art Paris, sous forme de roman. Et c'est une anecdote, mais c'est aussi pour dire, attention, quand on communique, ne nous disons pas « Oh, on va simplifier, là, je vais mettre 4 piscines directes ». On peut aussi partager un niveau technique si on le présente justement comme une aventure de transformation, si on le présente avec des étapes et puis l'envie de vraiment changer les choses à la hauteur des outils qu'on utilise. Laurence, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir, mais Alice est allée tout au bout de sa pensée. Du coup, en fait, ce que dit Alice, c'est cette pensée de la complexité et cette communication de la complexité. Et c'est toute la difficulté dans laquelle on est dans ces démarches. C'est qu'en fait, on a envie de simplifier, on a envie d'aller vite, on a envie de comprendre vite, alors qu'en fait, tout est extrêmement compliqué et interrelié. On nous demande tout le temps, est-ce qu'il faut faire ça ou ça? Qu'est-ce qui est moins impactant? Est-ce que c'est d'envoyer un mail ou d'imprimer un papier, etc. Est-ce que c'est de faire venir une œuvre ou est-ce que c'est de mettre du numérique? En fait, les réponses, à chaque fois, les gens sont très déçus de nos réponses. On dit toujours, mais ça dépend. Ça dépend de pour qui, de pourquoi, de combien. Et en fait, il y a tellement de données à articuler. Et à un moment donné, il faut mettre le curseur sur les enjeux environnementaux, sur la finalité culturelle du projet et sur des enjeux sociaux et des enjeux territoriaux, économiques, etc. Donc en fait, c'est très compliqué, tout ça est intriqué. Et du coup, c'est souvent un peu décevant aussi, à la fois pour l'interne, mais encore plus pour l'externe. Les tutelles, la presse, les artistes. Enfin, il y a une nécessité en fait de se mettre aussi à niveau et de faire comprendre en fait que ces enjeux ne sont pas si simples. Et aujourd'hui, il y a une vraie nécessité en fait de faire bouger les lignes. Et je pense qu'il y a deux publics prioritaires, enfin deux cibles. Il y a la presse et les tutelles sur une compréhension en fait de la complexité des enjeux et que quand on décide de mettre moins d'œuvres, quand on accepte de baisser la fréquentation pour certaines raisons, et ben en fait derrière il y a des tas de choses qui se mettent en place.
et des conséquences des fois même inattendues, bonnes ou mauvaises. Et en fait, c'est tout un équilibrage entre une baisse d'impact là où il faut baisser les impacts, c'est-à-dire les enjeux, l'empreinte environnementale, et une augmentation, une maximisation des impacts, on va dire, sociaux et culturels. Et en fait, tout ça, ça crée des nouvelles valeurs, en fait. Et cette question, en fait, aujourd'hui, on évalue les musées par quoi? Leur fréquentation, leur retombée presse, et peut-être plein d'autres critères. Mais finalement, qu'est-ce que retient la presse? C'est la fréquentation. Et en fait, aujourd'hui, il faut vraiment sortir de cette simplification, de cette vision de ce qu'est un musée ou de ce qu'est une exposition à l'aune de certains chiffres et créer des nouvelles valeurs et les imposer, en fait. Et on doit les imposer au sein des musées, on doit les imposer entre pairs aussi, entre musées, plus largement dans le champ culturel et vraiment plus largement vis-à-vis des tutelles, de la presse, du public, etc. Oui, je vous laisse la parole, Delphine. Effectivement, c'est un sujet qu'on avait peu à peu évoqué dans la préparation de cette table ronde. On part d'une introspection quand on est un musée, on réfléchit sur à quoi on va communiquer pour soi et autour des projets qu'on mène. Et peu à peu, on se rend compte qu'on est face à une responsabilité collective et un besoin d'inventer des nouveaux vocabulaires, une grammaire commune qui va questionner beaucoup le positionnement, le rôle du musée, ce vers quoi vous tendez toutes les deux, Delphine. Oui, il y a la question des indicateurs, évidemment, parce qu'on a tendance à afficher les chiffres qu'on connaît, qu'on peut comparer, etc. Et la question de la fréquentation, elle est évidente. Et voilà, on suit tous le palmarès des musées. Et c'est, je crois, notre responsabilité à tous de réinventer des moyens de se comparer, de se comparer pour travailler mieux, en fait, pour créer une émulation. En se disant, je ne sais pas, ça pourrait très bien être un pourcentage de mobilier issu de la réutilisation. Voilà, on peut très bien imaginer des pourcentages, des données chiffrées, des indicateurs qui ne nous demandent pas un travail dingue, parce qu'on sait très bien que les indicateurs peuvent être extrêmement chronophages, mais qu'on aurait tous et qu'on pourrait suivre assez simplement, avec aussi une neutralité, on va dire, dans la comparaison, parce qu'on sait très bien aussi qu'on compare des choses qui ne sont pas toujours comparables. Donc ça, c'est sûr, et je crois qu'il faut... c'est une marche qu'il faut franchir, un pas qu'il faut franchir. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que disait Laurence, sur la question... pour moi, c'est une question de choix, en fait, sur la communication durable et pas sur le durable. Comme le développement durable, c'est à la fois l'écologie, le social, le sociétal. Il est difficile de répondre à tout. Je vais vous prendre un exemple terre à terre, la question des dépliants d'exposition. Doit-on en faire, ne pas en faire ? Alors, ne pas en faire, c'est du numérique. Est-ce que le numérique, il va être éco-conçu? Parce que c'est toujours pareil, on peut faire du numérique, mais polluer énormément. Et ne pas en faire, c'est créer une barrière pour ceux qui n'y ont pas accès ou qui n'ont pas ces usages-là. Pour toute une population qui... voilà, parce que par le papier aussi, on avait créé finalement une expertise. On avait des caractères grossis, on avait et les dépliants enfants, etc. Parce que c'est pareil, les enfants qui vont se ruer sur les tablettes, etc. C'est pas forcément là. Il faut quand même rappeler que l'éducation artistique et culturelle, ça fait partie de cette aventure-là. Et donc on est face au renoncement constamment à faire des choix qui sont difficiles Je vais vous donner un autre exemple, mais la question de tourisme plane sur toutes nos discussions actuelles. Mais arrêter de faire des tractages, des dépliants, etc., de communication, c'est se priver d'une partie de la population qui continue à fonctionner de cette manière-là. Donc, qui ne va pas aller au musée. Bon. Et là, c'est quand même... c'est compliqué parce que justement, tout ce qu'on se dit, toutes nos missions de construction de la pensée, d'accompagnement du citoyen, etc., mais là, il ne vient pas. Il ne vient pas parce qu'on s'est privé d'un dépliant. Je vais réagir rapidement. En
effet, la question du choix, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours, choisir, c'est renoncer aussi. Hein, donc c'est vrai qu'on est toujours dans ce questionnement-là aussi. J'ai lu dans les documents introductifs au workshop une phrase que j'ai retenue, c'est que le développement durable, il vient modifier en fait à la fois, en tout cas cette approche, les objectifs et les moyens. Et je pense qu'en termes de communication, ça modifie et les objectifs et les moyens. Et c'est ce message, je pense, par rapport notamment à la question de la presse, de la fréquentation, du nombre d'œuvres, qu'il faut réussir à faire passer. Parce qu'effectivement, il faut qu'on change un petit peu de point de vue et on ne peut pas continuer à garder les mêmes indicateurs. Et du coup, puisque nous avons un mécène autour de cette table aussi, je pense que d'un point de vue mécénat, et en tout cas de la relation de mécénat qui est basée sur une convergence de valeurs aussi, parce qu'on parle beaucoup de valeurs, je pense que ça vient aussi modifier au minimum les moyens et potentiellement les objectifs. Je ne sais pas si... Je crois que ça doit faire peut-être 15 ans, ou peut-être 20 ans, à la réouverture du Palais des Beaux-Arts, où on a commencé à soutenir. À l'époque, le principe d'un mécénat, c'était on soutient une expo, on met un logo et on fait une soirée client. C'était à peu près ça, il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, quand on discute avec Juliette, Anne-Françoise ou Bruno d'un mécénat, le premier sujet, c'est l'expo, c'est le contenu, est-ce que c'est aligné avec notre message, notre vision, et ensuite c'est comment on travaille pour donner corps à un mécénat. Et donc on essaye de donner corps à l'externe, de raccrocher finalement à ce que vous évoquiez comme la mission d'un musée, c'est l'ouverture, c'est le lien social. Et donc on essaye toujours de travailler avec des publics plutôt éloignés, des institutions culturelles, pour contribuer à ce développement-là. Et depuis peu, maintenant, on travaille aussi sur notre propre métier. Ça va peut-être vous surprendre, mais on a quelques techniciens ici qui sont sur le site. Je ne suis pas certain qu'il y a 10 ans, ils s'étaient baladés pour aller visiter et regarder l'exposition. C'est une propre question à se poser en tant que mécène. On est mécène et on exploite un site où nos salariés exploitent les installations techniques, mais ne connaissent pas le lieu dans sa mission d'intérêt général. Et c'est vrai que là, on a eu des petites actions concrètes. Certains pourraient dire que ce n'est pas suffisant, mais ne serait-ce que de dire on mobilise nos salariés techniciens pour qu'ils puissent venir présenter les métiers. On avait fait ça avec la Maison de l'Emploi ici, à des jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'environnement et de l'énergie. Et on en profite pour faire une initiation à l'art et une ouverture sur des choses qui sont complètement inconnues pour certaines personnes, sont pour nous des actions concrètes qui s'intègrent parfaitement au mécénat. L'autre chose, c'est de dire, mais finalement, au-delà de soutenir une expo, est-ce qu'on ne peut pas soutenir la vie du musée et mobiliser les compétences et les savoir-faire de nos salariés sur ce sujet? Et c'est tout le travail qu'on essaye de mener sur l'éclairage des œuvres et puis de la collection permanente, en disant, mais c'est un outil de mobilisation en soi, d'utiliser la compétence de nos salariés pour faire progresser le musée sur son bilan énergétique, sur la qualité d'accueil du visitorat en matière d'éclairage. Et ça fait partie aussi, nous, d'un axe de mécénat. Et donc on est très loin de ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est-à-dire la belle soirée VIP et puis le logo sur l'affiche. Et finalement, la soirée VIP, si on n'en fait pas, c'est pas grave. Le logo sur l'affiche, on le regarde très rarement. Et je rebondis et j'insiste sur un point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est ce que vous avez mis en place aussi au Palais des Beaux-Arts en matière d'élargissement du mécénat. Quand on pense mécénat, on pense banque, grands groupes, grandes entreprises, de l'immobilier, des transports, etc. Et il y a peut-être 5-6 ans, vous avez décidé de mettre en place un mécénat particulier, mais à destination des TPE et des PME. Et c'est ça aussi, cette logique d'ouverture en matière de mécénat, c'est de ne pas se contenter des grands comptes, mais aussi de travailler sur les acteurs du territoire, qui vivent le territoire, qui ont envie aussi de faire des choses et qui ont souvent de très bonnes idées pour mobiliser leurs salariés, pour changer la vision, changer la manière dont on peut aborder le musée. Et je trouve que ce sont des actions très concrètes et innovantes pour faire aussi changer la forme du mécénat d'entreprise.
Oui, pour rebondir sur le mécénat, justement, le Palais de Tokyo a créé une formule qui est assez nouvelle récemment, en créant des axes, un sur l'environnement, l'autre sur la société, en réunissant un cercle de mécènes qui mobilise le mécénat de compétences. Et donc les premiers signataires, Ruinart, Gerlin, Emmerich, doivent non seulement financer le programme, mais dire en quoi ils peuvent mobiliser des ressources internes et partager des compétences pour aider le fameux projet de palais durable du Palais de Tokyo. Donc voilà, c'est une forme qui structure même au sein de la relation. Par rapport au mécénat, on a tous en tête la ville de Lyon et son musée des Beaux-Arts qui renonce au financement par Total Energy. Aujourd'hui, on va être dans des situations, en effet, la vigilance sur le greenwashing va vraiment monter. J'ai une anecdote, j'ai organisé une exposition au sein du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Je devais mettre j'avais mon espace d'exposition, à côté il y avait un grand espace partagé par LVMH et l'UNESCO, parce qu'ils ont un programme commun, sur lequel je devais placer une œuvre importante d'un artiste engagé qui s'appelle Thijs Bersteker sur le thème de la déforestation. Eh bien, on a eu tout un protocole d'échange pour garantir à l'artiste qu'il n'allait pas faire une œuvre sur le thème de la déforestation dans un contexte où il puisse y avoir un quelconque cas d'activité. Et donc, certaines questions ont été posées justement à la direction environnement d'LVMH, en direct par l'artiste. Il y a eu une rencontre organisée avec un... Voilà. Et ça, c'est vrai que ça me paraît être à la fois nouveau, mais absolument indispensable. Alors, il se trouve que là, il y a des rapports environnement, des programmes. Voilà, il y a aussi beaucoup d'informations disponibles. Mais, et puis aussi, pareil, avec l'UNESCO, des discussions en amont. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment structuré. Et par rapport à Total Energy, qui est un sujet dont on parle, parce que d'autres acteurs du secteur pétrolier, on pense à la Tate ou autres, ont fait partie maintenant de liste rouge et d'un fonctionnement de boycott. Pour moi, la question, elle est beaucoup plus sur le champ de l'éthique que du fait d'appartenir au monde des énergies fossiles, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un cas de financement de campagne de désinformation ou du climato-scepticisme? On n'est plus du tout dans le même registre. On est dans un cas, vous êtes dans un secteur où vous pouvez dire aussi aux personnes que tant qu'elles utilisent leur voiture, elles sont aussi complices de votre secteur. Et de l'autre, vous avez sciemment fait quelque chose qui relève de la désinformation, de la manipulation. Vous êtes à un niveau voilà, qui est sur le plan éthique et déontologique d'une gravité extrême. Je ne suis pas en train de minimiser le fait d'être dans le pétrole. Je dis juste qu'il y a les deux niveaux. Mais je peux comprendre, c'est pour distinguer. Moi, je fais partie, en tant que président d'association, je suis signataire de Fossil Funds Free, qui s'engage à ne pas travailler avec les énergies fossiles. Mais dans mon analyse de cette relation, je pense qu'il y a ces deux niveaux. Et dans la publication du rapport récemment, qui tendait à prouver que Total Energy, justement, avait participé à des campagnes de désinformation, là, c'est vrai que j'ai été très étonnée en matière de communication. Voilà, qu'un grand musée, par exemple, comme le Louvre, ne réagissent pas à ça, parce que le Louvre peut décider d'avoir un acteur dans le domaine des énergies fossiles, mais le jour où il y a quand même un niveau, voilà, une question éthique bien plus importante et grave qui est posée, là, moi, je pensais qu'il y allait avoir, je ne sais pas, une commission d'enquête, quelque chose ou un dialogue ou un rapport, une demande de réponse du mécène, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas de... Voilà, c'est d'être dans des logiques collaboratives, mais sur lesquelles il y a aussi une transparence sur les processus.
Et ça concerne la communication, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous travaillons avec tel mécène, de manière transparente. Pourquoi? Quel est son champ? Voilà, quel est son champ? Qu'est-ce que nous faisons? Quelles valeurs nous partageons? Et puis, réussir aussi vis-à-vis d'un citoyen qui est de plus en plus attentif à ces questions, donner de l'information de ce point de vue-là. D'autant plus dans un champ qui concerne l'art, où on retrouve beaucoup d'acteurs, alors soit directs, soit dans le domaine bancaire. Et je rebondis juste sur le tourisme. Pardon. Ce qui a été très compliqué dans ces mouvements et dans la communication sur le réchauffement climatique par les musées, je pense au magnifique bilan carbone et cette action tout à fait louable du Louvre, justement, qui se dit, allez, je me fais le scope 3, donc celui qui inclut les visiteurs, et qui se retrouve à ces 4 millions de tonnes expliquées à voilà, près de 95% par le transport des visiteurs. Là, je pense aussi que le secteur de la culture doit agir vis-à-vis du tourisme. Il faut rappeler que le tourisme de masse est une des 4 causes qui menacent directement l'art et le patrimoine aussi. Hein. Donc, voilà, il y a besoin du tourisme, mais attention, parce que c'est aussi une menace sur la raison d'être. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, on s'est retrouvé face à des ingénieurs carbone qui avaient fait leurs calculs, mais au moment de dire, oui, l'Américain, finalement, il vient, mais a-t-on fait des études quali sur la tranche que représente le Louvre par rapport à son séjour? Il va aussi à la Tour Eiffel, il va aussi là, il fait ça, ça, ça. Quelle expérience, quelle durée? Je veux dire, là, le secteur culturel ne s'est pas assez défendu pour rentrer dans le détail, pour dire, bon, vous me donnez une quote-part de transport gigantesque de mon visiteur, mais finalement, j'aimerais l'affiner ou j'aimerais la partager. Et finalement, moi, la lecture que j'ai eue de ces bilans carbone au scope 3, et c'est pour ça que je défends beaucoup l'analyse du cycle de vie, parce qu'on parle de beaucoup d'autres sujets que le bilan carbone, et la santé humaine, énormément de, voilà, les écosystèmes, l'eau, etc. Ça permet aussi de se désenclaver. Voilà. Et donc, on se retrouvait avec, finalement, un risque de déresponsabilisation de l'institution au regard du poids qu'occupaient ses propres décisions, et de l'autre, le fait de dire, bon, finalement, c'est la faute du visiteur. Et en matière de communication, c'était grave, parce que ça pouvait induire, finalement, aller au musée, c'est polluer. Enfin, je caricature, mais voilà. Donc, non, tu viens en France, voilà, bon, t'as vu, tu détruis la planète. Et c'est vrai, c'est pas faux du point de vue des transports utilisés, mais en même temps, dans une cité, faut faire attention, et là, on a manqué vraiment de communication à ce moment-là pour justement essayer de créer le débat. Et je trouve que les musées sont restés après ces très beaux objets illisibles en dehors d'initiés. Donc, il n'y a pas eu de communication grand public de ces rapports de développement durable ou bilan carbone qui auraient permis justement des échanges. On est resté avec ces documents techniques, avec ce poids massif, comme si, voilà, on est comme ça, on a reçu nos 4000 tonnes et tout. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il fallait communiquer entre tourisme, voilà, à des échelles sectorielles. Et l'énorme problème pour discuter à une échelle sectorielle, faire de la communication à une échelle sectorielle, c'est qu'on n'a pas de cadre sectoriel. C'est que quand vous avez des stratégies carbone données par le gouvernement ou ailleurs, la culture, vous la cherchez, elle n'est nulle part. Alors on voit les transports, on voit la construction, on voit des industries, et justement, dans une vision de la société qui s'appellerait l'État sur voilà, un progrès qui serait partagé entre tous, la culture ne figure pas dès lors qu'on considère que son impact ne figure pas dans les principaux impacts comme le secteur de la construction. Comment vous voulez vous positionner, communiquer, exister, dire moi culture, vous tourisme, etc., quand justement vous êtes déjà nié, entre guillemets, dans la communication qui est faite voilà, sur les plans de réduction carbone de votre propre pays.
Et je pense que si déjà, à une échelle beaucoup plus amont, il y avait la mesure globale de cet impact, son existence et un objectif, parce que les indicateurs, c'est super, mais quels objectifs? Et on n'a pas d'objectif commun. Et ce qui nous manque, en effet, c'est des indicateurs communs, mais aussi peut-être un objectif commun. Est-ce qu'on se dit, faut qu'on réduise de 10%, de 20%, à quelle échéance? En fait, on ne le sait même pas à échelle sectorielle. Et en fait, on se rend compte que ce qui peut bloquer la communication, c'est le contexte général aussi, qui fait qu'on est bloqué pour être ensemble, parler ensemble en tant que secteur, être reconnu en tant que secteur, et se donner des éléments d'existence en tant que secteur qui a aussi un impact. Mais on n'est pas reconnu en tant que tel aujourd'hui, parce que, et c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas grand-chose, parce qu'on considère que les impacts, ce n'est pas énorme. Donc ça ne pousse pas non plus à accélérer. Laurent, je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a une volonté collective de pouvoir écrire quelque chose en commun, de définir des références, des indicateurs, et que l'urgence est là aussi à redéfinir il y a une grande volonté, il y a plein de groupes de travail qui se montent sur ce sujet. La difficulté, en fait, c'est de créer ce référentiel commun, et dans un monde où finalement il y a quand même une grande liberté dans les pratiques, une grande hétérogénéité aussi dans les matières, dans les manières de faire, qui fait que c'est pas si facile en fait de créer un langage commun. Mais il y a aussi, déjà, si on part du commun, on peut réussir à construire des choses. Moi, je voulais rebondir sur deux aspects de la communication responsable. Un en lien avec ce que vient de dire Alice, et un qui a rien à voir. L'un sur les effets de la communication. Alice a parlé de la fréquentation du Louvre, on peut parler aussi de surfréquentation. Il y a certains sites qui sont surfréquentés, notamment des sites fragiles, à la fois des sites de patrimoniaux culturels, patrimoniaux naturels, mais aussi des œuvres. Certaines œuvres sont surfréquentées. On va pas citer un tableau en particulier, mais et cette surfréquentation, elle a plein de causes, mais une des causes, c'est quand même la communication aussi, et la manière aussi dont le marketing culturel, les réseaux sociaux ont un effet en fait sur des sites en particulier. Et aujourd'hui, il y a un phénomène que je trouve assez intéressant qui est le démarketing, ou la décommunication qui tente de se faire sur certains sites fragiles. Et je cite l'exemple des calanques de Marseille. Alors, c'est pas un sujet culturel, mais c'est peut-être quelque chose qui va nous arriver bientôt. Je ne sais pas, encore à Mont-Saint-Michel ou je ne sais quoi. Vous savez, les calanques sont surfréquentées en été, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour les visiteurs, c'est un cauchemar aussi pour la nature. Et du coup, il y a un phénomène où déjà, en fait, le site, le parc naturel communique beaucoup moins sur son patrimoine naturel, et que, en fait, quand sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui ont particulièrement du pouvoir et particulièrement influentes mettent des photos des calanques en les situant, ils sont contactés par le parc en leur demandant de se délocaliser et de ne pas préciser où c'est, justement pour éviter des afflux de personnes sur ces endroits-là. Donc il y a un effet de démarketing qui est intéressant, qui peut paraître peut-être anachronique ou déplacé ici, mais qui, je pense, est intéressant quand même à prendre en compte dans le monde qui vient et qui fait partie en fait de notre responsabilité vis-à-vis de la fragilité du patrimoine. Et un autre sujet qui a vraiment rien à voir, mais quand moi j'entends comme responsable, communication responsable, j'entends les cibles de la communication, et j'entends en fait une partie de la population qui disparaît dans le langage, et je parle des femmes, et je suis très sensible aux enjeux de l'inclusivité dans l'écriture. Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité, qui est un peu laissé aux mains des militants et militantes, beaucoup des militantes, et qui, je pense, devrait prendre plus de place dans les débats, et qui est peut-être pris dans la médiation, dans vos rapports au public, etc. Mais moi, quand je vais dans un musée, je ne suis pas un visiteur, je suis une visiteuse. Et ça m'est de plus en plus insupportable d'être un visiteur. Et je sais que l'écriture inclusive crée aussi une forme d'exclusion, notamment pour les personnes qui ont des difficultés à lire ou qui ont une mauvaise maîtrise du français, etc. Pour autant, il y a des manières de faire, il y a des typographies, il y a aussi des manières d'expliquer pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça.
Et moi, je m'étais beaucoup battue, et ça a été quelque chose de très important à l'époque quand j'avais mis en place Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise de la Galerie Lafayette, d'introduire l'écriture inclusive, au moins pour tout ce qui concernait les publics et notre adresse directe, pas nécessairement dans tous les textes, etc. Parce que ça me paraissait vraiment important que voilà, toute la population puisse se retrouver dans l'écriture, et je pense que c'est une forme de responsabilité d'autant plus importante dans les lieux de culture. Ça rejoint l'idée qu'on avait évoquée dans la préparation, où communiquer durable, c'est aussi développer de nouveaux discours, regarder avec d'autres lunettes. Je vous cite, Alice, nos collections et tout ce qu'elles peuvent évoquer comme enjeux sociétaux éminemment contemporains. Donc le féminisme en est un, mais la déforestation, je pense à l'exposition de la forêt magique qui arrive au Palais des Beaux-Arts, et tout un tas d'autres sujets voilà, sur lesquels nos collections sont un terreau et un substrat extraordinaire, et qu'on a insuffisamment utilisé jusqu'à présent. Vous l'évoquiez toutes les deux, Delphine et Alice. Moi, je vais déjà inviter Laurence l'année prochaine, autour du 8 mars. On va faire une saison féminine au Petit Palais, et j'espère qu'on va avoir des débats justement autour des artistes femmes, et profiter, voilà, tout à l'heure, je reboucle un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement une bonne excuse pour mettre en avant aussi tous et toutes, nous mettre en avant dans le débat que peuvent porter les musées. Et j'ai bien envie justement de reboucler avec deux choses. C'est à la fois le fait que oui, on est un secteur, mais aussi on est dans la cité, on est dans ce tout. Et je pense qu'il y a vraiment des parallèles très intéressants avec Lille, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Petit Palais, le Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. C'est qu'on est justement porté aussi par tout ce qui est fait par la ville. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. La ville de Paris, par exemple, vient de créer une direction de la transition écologique et du climat. Voilà, la communication interne, elle est très intéressante. Encore hier, je recevais des messages sur les LGBT+. Enfin, voilà. Et tout ça, ça nous porte, ça nous guide. On est nous, musée, mais on est dans tout cet écosystème qui fait bouger les lignes, qui fait du bien, et qui nous permet aussi de regarder, de nous regarder et de regarder notre place dans la vie. Et ça, c'est important. Et d'autant plus qu'on est regardé par cette jeune génération. Voilà, maintenant, ça fait un peu vieille, mais la génération Z, je regardais justement la dernière étude qui a été faite par le CRT, qui est hyper intéressante parce qu'ils ont interrogé dans des enquêtes assez longues de 1h30, 2 heures, les touristes par tranche. Donc, vous venez visiter en couple, vous êtes des seniors et vous êtes des jeunes. Et en fait, ce qui sort de cette étude, c'est que les jeunes vont chercher du sens, ils vont chercher de l'authenticité, ils vont chercher du durable dans leur expérience de tourisme. Et ça nous met encore une fois en responsabilité. On est regardé avec ce prisme-là, on est sans arrêt, nous, musées, à se dire mais comment on va faire venir les jeunes, les familles, etc. Et voilà, donc c'est important d'écouter tout ce qui est porté, tout ce qui est regardé par cette jeune génération. C'est tous les mouvements de la jeunesse actuelle, on doit la porter, on doit la regarder, et elle doit être un outil, un levier pour nous, pour continuer à être les plus vertueux possibles. Je pense que ça rejoint ce qu'on entendait hier. Le musée est crédible, mais Alice, vous disiez en marge de cette table ronde, attention à ne pas pécher par excès de confiance. Et sentons-nous pleinement en prise avec les enjeux du quotidien, les publics de demain. C'était votre expression, Laurence, quand on préparait les publics de la transition, les jeunes. Il y a des musées, pardon, je rebondis, qui testent des choses. Il y en a en Australie. Comment, en cas de catastrophe climatique, on devient lieu de refuge, de résilience, d'adaptation, et comment, avant ça, quand on est exposé, par exemple en zone côtière, on est
On va innover en matière d'adaptation. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît, c'est pas dans nos sujets de communication, mais je pense que dans l'idée de l'image du musée, c'est extrêmement important. Voilà, en France, on est moins avancé que dans d'autres pays par rapport à ça, sur le fait de se dire, OK, il y a le musée avec une compréhension culturelle de ce qui est en train de se passer, mais ce qui est en train de se passer, ça se passe aussi en vrai, là où il y a le musée. Qu'est-ce que devient le musée? Voilà, donc, et avec des tests, donc je pense au refuge en Australie, sur différents thèmes, il y a au Japon. Vous avez aujourd'hui des expérimentations aussi sur la réalité du réchauffement climatique, une crue, une canicule, un événement, la désertification qui avance, énormément de choses, où là on se dit, tiens, le musée, c'est pas qu'un musée. Et à un autre niveau, mais je le sens un peu dans la manière dont vous avez aménagé vos salles, en quoi un musée gère un tiers-lieu, devient un lieu de débat, et comment, oui, ce musée qui montre de façon intermédiaire par des œuvres la question du réchauffement climatique, mais comment aussi il crée un débat direct et comment il gère la relation directe avec ce phénomène. Et là, je pense à ça parce que par rapport aux générations qui viennent, c'est important parce que ce n'est plus le musée qui, certes, dans le long terme, dans son utilité, voilà, est très important, mais c'est un musée qui peut être innovant, résilient et qui peut justement parler à cette jeunesse dès lors qu'il se met dans la réalité et dans un rapport où il se dit, OK, là, on a l'intermédiation par des œuvres, mais là, on va être en direct, on va faire des débats, et quand il réfléchit à sa fonction, au-delà des collections. Et là, en effet, c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je reviens à la question de l'utilité, parce que dès qu'on réfléchit aussi à l'utilité, on réfléchit à ce qui peut être source d'innovation pour des musées, et là aussi, des opportunités en communication et en contact un peu différent avec la jeunesse. Voilà. Oui, je dirais que modestement, je ne nous compare pas à l'Australie. Je regarde Bruno, mais le Palais des Beaux-Arts est îlot de fraîcheur l'été dans la ville de Lille. Et à partir de cet été, nous pourrons présenter une salle paysage avec une médiation adaptée pour apprendre aussi à regarder ces paysages qui figurent dans nos collections et qui se bouleversent, qui se transforment au fur et à mesure des siècles et de l'Anthropocène. J'aurais bien envie de continuer 2 heures encore avec vous, mais je pense qu'il ne nous reste que peu de temps pour prendre les questions du public et connecter. Bonjour. Moi, j'avais une question déjà par rapport au poids de... Enfin, première question, est-ce que du coup, ça vaut le coup de communiquer sur le durable ou pas? Enfin, vous aviez plutôt l'air de dire que c'est risqué. Moi, j'ai l'impression que, au contraire, ça peut contribuer à une meilleure image du musée. Et même si c'est risqué et que ça ne plaît pas à tout le monde, est-ce que finalement, c'est pas aussi un rôle à assumer du musée d'un parti pris, en fait, d'une vraie prise de position, quitte à déplaire à une partie du public. Et oui, au niveau du rôle social dont vous parliez, est-ce que est-ce que oui, ça ne fait pas partie du rôle du musée de se positionner plus franchement et, encore une fois, comme on disait hier, d'être un peu à l'avant-garde pour impulser des changements de société, que ça déplaise, que ça plaise ou non. Pour moi, c'est oui. Oui. Bien évidemment, jamais je ne dirais qu'il ne faut pas communiquer. Je suis tout à fait de votre avis. Quand j'ai parlé du cas d'Olafur Eliasson, c'était pour dire une communication qui ne s'est pas assez accompagnée
d'éléments de com sur le dispositif et sur la compréhension du résultat, attention, on peut avoir un risque. Mais bien sûr, mon cabinet fait de la communication responsable et je travaille dessus depuis 2005. Je suis convaincue que la communication a plein de vertus, et notamment d'engager l'institution, d'engager les publics, de montrer justement une participation au monde. Mais oui, maintenant, il faut, voilà, ça paraît vraiment bateau de dire ça, il faut bien communiquer, être encore un meilleur communicant dans le développement durable, encore plus qu'ailleurs. Parce que c'est là où on a parfois des problèmes de compréhension, des stéréotypes, voilà, c'est là où il faut vraiment mettre l'excellence de la communication, bien penser à la pédagogie. Voilà, donc, mais bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut en effet être prudent pour éviter le retour de bâton et pas afficher des choses qu'on ne fait pas ou voilà, être transparent, parce que je crois que c'est la recette, hein, dire ce qu'on fait, que on peut mal faire aussi. Et je vous rejoins sur le côté expérimental, faire bouger les lignes. Se dire, voilà, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va continuer, ouvrir le débat, mais pour tout, les questions, on peut regarder ce qui se fait aux États-Unis par exemple, mais sur ne serait-ce que les sanitaires, c'est une grande question dans les musées, mais les sanitaires, voilà, comment être inclusif dans les sanitaires. On a mis au Petit Palais ne serait-ce que l'échange bébé chez les hommes, c'est rien, mais en fait ça fait beaucoup de choses. Voilà, et c'est tout ce rôle-là d'acteur de la société. Et parfois, ça dérange un peu, mais il faut oser. Je suis tout à fait d'accord. Avons-nous d'autres questions ? Je trouvais le concept de décommunication très intéressant et je me demandais quel était l'avis d'un cabinet de communication de Alice Audouin, parce que en effet on parle de communiquer autour des enjeux d'éco-responsabilité, ce qui est essentiel, et de l'autre on communique peut-être trop aussi. Quel est le bilan carbone de tout ça ? Quelle est la position d'un cabinet comme le vôtre ? Alors, moi, je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve que ce qu'a dit Laurence était très éclairant. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment ce que peut apporter une réflexion sur le développement durable dans la communication, c'est-à-dire quel est le bon dosage et quand est-ce que la communication peut être au service du développement durable. Et dans ces outils de communication, la décommunication peut en être un. Et dans certains cas, il faut absolument, en effet, l'utiliser. Le monde de la culture est soumis, comme partout, au 80-20. Hein. Souvent, 20% bénéficient de 80% des visiteurs, des ressources. On est dans un monde assez inégalitaire, y compris avec ces tableaux stars ou ces musées stars qui empêchent aussi parfois de découvrir d'autres choses. Et puis, il y a cette question, j'ai participé à la séance sur le réchauffement climatique de l'ICOMOS, qui montrait bien que le tourisme de masse est une des 4 causes majeures qui menacent directement la culture et le patrimoine. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir que le tourisme peut être aussi un cercle vicieux et qu'il va falloir s'en dégager pour des raisons de durabilité. S'en dégager quand il est excessif, s'en dégager quand il devient justement une source environnementale négative, une source d'impact environnemental négatif. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et vous avez dans l'art, donc moi je suis assez spécialisée dans l'art contemporain avec Art of Change 21, vous avez des artistes maintenant qui ont des protocoles de création d'œuvres qui ne seront pas vus, qui veulent volontairement aussi
on le retrouve dans la création, c'est intéressant, et qui justement sont souvent dans des démarches liées au développement durable, en se disant on doit aussi se poser des questions, savoir est-ce que les œuvres doivent être systématiquement vues, est-ce qu'on peut aussi savoir qu'elles existent sans les voir, est-ce que cette immédiateté de la monstration doit toujours dominer. Et puis de plus en plus, alors ça, c'est pas de la décommunication, mais pour moi, il y a un lien, c'est qu'on voit bien que dans la création, on passe de l'objet au projet, que parfois, il n'y a pas d'objet, et que de plus en plus, la création contemporaine est multipartie prenante, qu'elle va pouvoir se fédérer autour d'un événement, et que, y compris dans ses impacts, il y a une sorte de réduction forte. Ce n'est pas de la décommunication, mais ça serait une dématérialisation au sens où on comprend l'art aussi. Tout ça, c'est des mouvements qui sont pour moi parallèles, extrêmement intéressants et qui parlent à cette nouvelle génération et qui donnent de la liberté. C'est-à-dire que la communication ne doit pas être descendante, elle doit être participative si c'est justifié et si il y a des protocoles de collaboration qui sont transparents, égalitaires, inclusifs. Sinon, en effet, c'est la vieille communication qui revient. Et oui, je pense que c'est des pistes. Je pense que ce que le développement durable peut enseigner à la communication, mais comme le développement durable a enseigné aussi à la consommation, avec l'idée de consommer moins et mieux, et même, dans certains cas, des idées de décroissance que tout le monde rejette, mais qui, quand on y réfléchit avec un appareil intellectuel, sont intéressantes et ne sont pas du tout à mettre de côté. Voilà. Et ben, je pense que oui, là, il y a des pistes à explorer pour innover en matière de communication, absolument. Bonjour, je voulais savoir si vous, dans vos structures ou cabinets, vous aviez déjà mis en place des grilles d'évaluation, justement, qui pourraient être partagées, qui soient des matrices un peu communes aux différents musées et qui permettent justement d'éviter d'avoir que à communiquer les chiffres de fréquentation et que tous les musées puissent communiquer sur autre chose que juste le chiffre de fréquentation, parce que c'est en effet ce que demandent les journalistes et ce que retiennent les journalistes, c'est ce que demandent les tutelles et retiennent les tutelles. Or, une exposition peut être performante avec plein d'autres, comme on l'a vu aujourd'hui. Alors, pardon, mais en effet, le secteur de la culture est celui qui n'a pas d'outils dédiés. Vous avez plein d'autres secteurs où il y a des outils dédiés en matière de communication responsable ou en matière même d'analyse de cycle de vie, etc. Et vous, nous, on a un secteur qui n'est pas encore assez structuré, c'est ce que disait Laurence, il faut le faire. En matière de communication responsable, vous avez des référentiels, vous avez plein de choses, vous avez des normes pour des événements, vous avez des normes ISO, etc. Et puis vous avez quelque chose qui vient plus du milieu de l'entreprise, que signent des annonceurs, qui a été émis par l'UDM et qui s'appelle FAIRE, F-A-I-R-E. Et là, vous avez 15 critères d'évaluation de ce qu'est une communication responsable. Dedans, vous avez des critères qualitatifs comme quelle représentation du monde, traitement de l'image de la femme, diversité. Vous avez énormément de choses sur les processus. Est-ce que j'ai émis, quelle est ma part digitale, print, dans mon print, quelles sont mes pratiques papier, certification, etc. Dans mes tournages, est-ce que j'utilise, est-ce que je fais des bilans carbone? Et donc, vous avez aujourd'hui, mais ça, c'est un apport que pour apporter justement le monde des entreprises et de la communication au secteur culturel. Donc, vous avez déjà plein d'acteurs qui s'évaluent, qui se notent, qui font des reportings et qui, année après année, partagent, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il faudrait le faire, et peut-être c'est le rôle d'un cabinet, et avec, de lancer ça et de commencer ce workshop spécial. Il faut en faire un dédié au secteur. Et donc, il faudrait réussir à le transposer et pour démarrer sur ce référentiel commun. C'est une excellente suggestion. C'est peut-être le début d'un nouveau chantier auquel je serais ravie de participer.
C'est une très bonne question, la question des grilles, parce que c'est à la fois un point de départ pour une démarche, mais c'est aussi un point d'arrivée, c'est ce qui nous permet en fait d'évaluer la démarche. Nous, on en crée au fur et à mesure, en fait, parce qu'on travaille à la fois avec des musées, mais aussi avec des orchestres, des salles de spectacle, etc. Donc finalement, la grille, elle est tout le temps différente, parce qu'on ne va pas parler de la même chose quand on est dans un orchestre, où on s'intéresse aussi, par exemple, au répertoire de compositrices, à la place des compositrices dans la musique aujourd'hui, ou aux femmes chefs d'orchestre, etc. Enfin, il y a des sujets qui sont très différents, on va dire, d'un secteur à l'autre. Mais un outil qui est vraiment très, très, très puissant dans le travail, c'est l'autodiagnostic. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de travailler sur des projets très concrets, quelque chose qui vient d'être, un projet qui vient d'être fait, qui est en train d'arriver, et d'essayer de voir, en fait, par rapport à tous les grands critères d'analyse liés à la production, à la diffusion, au choix de l'artiste, au financement de l'œuvre, à la conception scénographique, les choix des matériaux, etc. De se poser toutes les questions, essayer de se positionner comme ça, de poser le curseur entre c'est plutôt bien fait, on a bien réussi, et puis quand même c'est amélioré, et essayer d'identifier en fait à chaque fois, sur chacun de ces sujets, de quoi vous auriez besoin pour que ça marche, pour que ce soit mieux. Un peu la question des leviers. Donc nous, on utilise beaucoup ces grilles d'auto-évaluation, à la fois en individuel, mais surtout en collectif. Ça permet vraiment, à partir de quelque chose de très, très, très concret, d'une expérience très récente, d'une équipe, de commencer à échanger et de positionner une analyse quantitative ou qualitative d'une pratique, et qu'en fait, ils commencent à parler entre eux. Et surtout, en fait, on voit aussi des fois des enjeux de bon sens, mais qui finalement sont pas justes scientifiquement ou en pratique, etc. Et de commencer aussi à déconstruire des fausses bonnes idées, ou au contraire à conforter en fait des choses qui commencent à se mettre en place. Donc ça, c'est des outils qui sont importants, qui sont très chronophages. On en fait un peu tous, chacun dans nos coins, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi de se rassembler et de se faciliter aussi le travail, le retour d'expérience, de l'élargir du secteur des musées à d'autres types d'organisations, etc. Et c'est vrai que l'événementiel, tu as cité FAIR, l'événementiel a pas mal d'avance sur le sujet. Il y a plein de calculateurs qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, et qui aident les organisateurs d'un événement à prendre des bonnes décisions, à la fois en amont, et puis aussi de pouvoir reporter en aval d'un événement si c'est bien, moins bien, etc. Delphine, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Il va falloir qu'on se rende ensuite non, je voulais juste rebondir là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est on s'inspire de ce qui est fait sur des labels, etc. Et je crois que justement, le qualitatif me semble malgré tout une bonne piste aussi, parce que sortir de cette injonction du quantitatif, il en faut un peu, parce qu'en effet, c'est indispensable de s'évaluer, mais être dans le qualitatif, c'est une bonne piste. Et puis se dire, de toute façon, on rentre dans une démarche qui est évolutive. Donc, on fait un pas, et puis on agrémente notre feuille de route, et on avance pour être collectivement plus vertueux. Je crois que c'est ça. Et voilà. Et notre rôle, de toute façon, c'est de s'inspirer de ce qui est fait à côté, de s'inspirer du passé. On est quand même, malgré tout, on parle de la culture. Et puis pour notre futur, c'est inscrit dans nos gènes de musée. Donc voilà, il faut garder les yeux grands ouverts et avancer tous ensemble. En tout cas, on a de beaux projets à venir. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à vous cinq pour la qualité de ces échanges. Et je vous invite à rejoindre par clic ou physiquement l'auditorium pour la prochaine table ronde.